Alors, bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Bertrand Guyot. Alors, vous êtes entrepreneur dans le secteur financier, vous êtes devenu également un expert en politique énergétique. Alors, après un livre qui dénonçait le secteur des éoliennes en 2019, vous revenez avec ce livre, Nucléaire, les vérités cachées, aux éditions du Rocher. Alors, dans ce livre, vous retracez une vingtaine d'années de décisions politiques prises allant du gouvernement Jospin au gouvernement Macron, et en passant par justement François Hollande. Vous évoquez l'accord conclu en 2011 entre les Verts et le Parti socialiste de François Hollande, qui a gravé dans le marbre, quelque part, ce qui guide notre présence, c'est-à-dire la part de 50% du nucléaire dans le mix énergétique électrique français à horizon 2035, si je ne dis pas de bêtises, et la fermeture de Fessenheim. Alors, sur ces 20 dernières années, quel est l'homme politique, selon vous, qui a le plus nui au nucléaire français ? Eh bien, c'est Jacques Chirac. Parce que le président de la République de l'époque a eu la très mauvaise idée de dissoudre l'Assemblée nationale avant la fin des mandats des députés, et il a permis l'accès au pouvoir de la gauche plurielle, de la gauche dite plurielle, à l'initiative de Lionel Jospin, qui a été son premier ministre de cohabitation. Et ce premier ministre devait absolument faire des accords avec les écologistes qui sont apparus à l'Assemblée nationale à ce moment-là. C'était Dominique Voynet. Et pour faire ces accords électoraux, eh bien, les écologistes ont appuyé sur le champignon de la dénucléarisation avec deux décisions importantes. La première, la fermeture de Superphénix, qui était donc un projet de centrale nucléaire de 4e génération à neutrons rapides. C'était, je vous le rappelle, une centrale nucléaire destinée à produire de l'électricité en utilisant les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires. Et puis, en organisant le début du développement des éoliennes, des énergies renouvelables en 2001, avec l'arrêt Cochet, qui confère un prix garanti aux promoteurs éoliens à 83 € le mégawattheure, mais avec un système de quotient qui fait qu'aujourd'hui, ce tarif est à 91 € le mégawattheure, avec un prix garanti. Et donc, on est au cœur. C'est Jacques Chirac qui, en ayant permis l'accès au pouvoir des socialo-écolos, qui sont apparus à ce moment-là, qui a en quelque sorte contribué à la dénucléarisation de notre pays et conduit au sabotage de 20 ans de politique anti-nucléaire et pro-éolienne. Alors, dans votre ouvrage, vous rappelez les vertus du nucléaire. Vous rappelez les vertus du nucléaire, donc, qui sont que c'est une énergie peu chère, pilotable et très largement décarbonée. Comment peut-on aujourd'hui qualifier, quel qualificatif peut-on donner à des candidats opposés au nucléaire que sont Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, donc pour Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, qui prétendent à des degrés divers que non, l'énergie nucléaire n'est pas ce que l'on vient de dire? Écoutez, les études d'opinion montrent que 70 à 80% des personnes interrogées pensent que le nucléaire contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment, s'il y a une confusion mentale avec des biais cognitifs où les personnes imaginent que les centrales nucléaires émettent du carbone dans la nature avec les fumées blanches, eh bien, effectivement, on a une mauvaise vision des centrales nucléaires. En réalité, les centrales nucléaires, et ce sont des études internationales qui le redisent, émettent en tout, parce qu'il y a la fabrication et puis la gestion de l'uranium, 6 grammes de CO2 par kilowattheure produit. À titre de comparaison, le gaz, c'est 500 grammes par kilowattheure produit et le charbon, 1000 grammes par kilowattheure produit. Et donc, évidemment, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, ils font la promotion du modèle allemand. En disant on va sortir du nucléaire et on va développer les énergies renouvelables. Mais il ne faut pas oublier que le modèle allemand, il est basé sur les éoliennes et les énergies renouvelables type panneaux photovoltaïques, environ 35% du mix électrique, et au gaz et au charbon. Et que l'Allemagne, qui a fait ce choix de l'énergie wind, émet jusqu'à 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. C'est-à-dire que l'Allemagne émet aux alentours de 400 à 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit, là où la France émet 50 grammes par kilowattheure produit. On a donc du mal à comprendre
pourquoi des écolos aussi effrénés que Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon nous vendent un modèle qui a montré un échec retentissant au niveau mondial, avec une Allemagne prise comme référence qui a le bonnet d'âne en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de vertus écologiques. Et ces deux acteurs politiques voudraient fermer les centrales nucléaires qui sont les structures les plus vertueuses en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce faisant, deviennent les alliés, voire les représentants de commerce de l'industrie allemande, puisqu'il faut savoir que l'Energy Wind 2 promeut les éoliennes allemandes. Il faut savoir que 65% des éoliennes installées sur notre sol sont le fait de fabricants allemands, alors que l'industrie nucléaire représente 400 000 emplois non délocalisables, et 400 000 emplois, et relève de la 3e filière industrielle française. Donc, lorsque Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon veulent fermer les centrales nucléaires, ils veulent en fait supprimer 400 000 emplois. Alors, ils vous rétorqueront que la filière du démantèlement pourrait créer d'autres emplois également. Oui, celle du démantèlement des éoliennes également. Moi, je suis pour l'industrie nucléaire française qui a des emplois non délocalisables et une filière de démantèlement des éoliennes qui sera non délocalisable parce qu'on l'installera en France. Donc là, c'est beaucoup plus vertueux en termes d'industrialisation puisque, comme je vous le disais, les éoliennes ont été construites par les Allemands et la plupart des exploitants éoliennes sont des exploitants allemands. 45% des exploitants sur notre sol sont allemands. Donc, je ne crois pas que l'argument de l'emploi soit un bon argument de la part de ces représentants écologistes qui trahissent les travailleurs français. Alors on reparlera des éoliennes à la fin de l'entretien, mais on va continuer sur la séquence politique. Qu'est-ce que vous pensez de la mue d'Emmanuel Macron, lui, qui sur le nucléaire a soufflé le froid et le chaud, si je puis dire. Il se fait aujourd'hui finalement le défenseur du nucléaire, alors qu'il a notamment entériné la fermeture de Fessenheim, que pas grand-chose ne justifiait en réalité. En fait, Emmanuel Macron, il a entériné 3 choses. D'abord, la baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique, la fermeture de Fessenheim, qui est un scandale absolu, on y reviendra, puisque Fessenheim pouvait encore fonctionner 20 ans avec un coût de 300 millions d'euros de carénage, et surtout l'abandon du projet Astrid, qui est le réacteur à neutrons rapides de 4e génération, la suite en quelque sorte de Superphénix. Abandon qui est symboliquement très fort et économiquement très fort, puisque corrélativement à cet abandon, Bill Gates aux États-Unis vient de recevoir 80 millions de dollars du département de l'énergie américain pour développer un réacteur à neutrons rapides de type d'Astrid que l'on faisait et que l'on développait en France. Et donc, on a un président de la République qui est au cœur du démantèlement de la filière nucléaire et qui, concomitamment à la sortie de mon livre, c'est-à-dire début octobre, devient le chantre du nucléaire. Alors d'abord en proposant les petits réacteurs modulaires, qu'il appelle en termes anglo-saxons Small Modular Reactor, mais en français on dit petit réacteur modulaire. Je rappellerai ça à Emmanuel Macron, on est en France, la France n'est pas une colonie anglo-saxonne. Ensuite, le développement d'EPR2, c'est-à-dire 6 EPR, alors que la Cour des comptes vient de faire un rapport en disant qu'il fallait entre 25 et 30 EPR d'ici 2050 pour suppléer à la fin de nos centrales nucléaires. Donc, ce renouveau d'Emmanuel Macron pour le nucléaire, et cette volte-face a été soulignée d'ailleurs dans les médias, est tout à fait intéressante et la preuve du en même temps. Elle est plutôt inquiétante, mais moi je trouve, si vous voulez, que c'est plutôt satisfaisant et voir cette modification doctrinale d'Emmanuel Macron est plutôt un bon signe. Maintenant, c'est très insuffisant. Quelques développements industriels des petits réacteurs modulaires, ça n'a rien à voir avec un plan massif que moi j'appelle de mes voeux, et j'étais à l'Assemblée nationale encore jeudi dernier par un colloque organisé par le CEREME, qui est un think tank sur l'électricité et sur le mix énergétique, et j'ai promu à cette occasion la suite
du plan Messmer, Messmer de ce nom de Premier ministre de Pompidou, qui a déployé au moment du choc pétrolier des années 70, et bien ce grand plan qui a fait qu'aujourd'hui on dispose de 58 réacteurs nucléaires en activité, dont 2 qui ont été arrêtés. Et donc moi je promeus un grand plan du nucléaire français, financé par la fin des subventions aux énergies renouvelables, qui pèsent aux alentours de 250 milliards d'euros pour la collectivité, entre la production d'électricité d'origine renouvelable et le raccordement au réseau de ces énergies renouvelables. Et donc, en réalité, Emmanuel Macron fait du en même temps, alors qu'il devrait très rapidement arrêter les énergies renouvelables en France, avec un mix électrique nucléaire, hydroélectricité, sachant que dès qu'on installe des éoliennes supplémentaires, on dépend du gaz, puisque comme les éoliennes sont intermittentes, elles nécessitent en support, en complément, des centrales au gaz, et c'est ce qui est en train d'arriver en Belgique actuellement, et c'est ce qui est en train d'arriver en Allemagne ou en Irlande par exemple. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce développement des énergies renouvelables en Europe, et en particulier en Allemagne, a eu pour conséquence le choc gazier que nous connaissons aujourd'hui avec l'explosion du prix du gaz. Ça a été reconnu dans Newsweek, un article dans la presse américaine qui explique « Oh là là, surtout ne reprenons pas le modèle allemand des éoliennes couplées au gaz, à cause justement de cette nécessité de gaz. » Donc moi je dis à Emmanuel Macron, changez très rapidement votre fusil d'épaule et changez votre mix électrique, parce que vous allez dans le mur et vous faites la promotion du modèle industriel allemand. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que assez peu l'ont repris au moment du développement du plan d'investissement d'Emmanuel Macron le 13 octobre. Eh bien, la presse allemande et la presse anglaise ont reconnu la rupture doctrinale d'Emmanuel Macron en termes de relations énergétiques avec l'Allemagne. Donc c'est très intéressant. Ça n'a pas encore été acté par les médias français qu'Emmanuel Macron avait fait une véritable rupture. À lui de prendre les taureaux par les cornes et d'aller jusqu'au bout de sa logique. Alors, il s'est appuyé, on va en parler un petit peu plus loin, il s'est appuyé notamment sur des rapports du réseau de transport à l'électricité français, donc RTE. Alors, cet organisme, vous ne l'épargnez pas dans votre livre. Donc moi, j'aimerais juste savoir, qu'est-ce que vous leur reprochez exactement ? D'abord, effectivement, lors du plan Macron, celui-ci annonce qu'il va demander à RTE un rapport d'experts sur le mix électrique de demain. Alors, on ne peut être que surpris parce que d'abord, RTE, c'est une société, donc c'est une filiale d'EDF, qui est chargée du transport de l'électricité. C'est un peu le Vinci Autoroute de l'électricité. Donc, c'est un peu comme si on demandait à Vinci Autoroute de faire un rapport sur la fabrication de voitures, si vous voulez. Donc, ça n'a aucun sens. Les voitures, c'est fabricants de voitures, et le réseau autoroutier de l'électricité, c'est RTE. Donc ça, premier point. Deuxième point, il ne faut pas oublier, il faut faire un peu d'histoire, c'est que RTE, depuis 2014-2015, a eu pour dirigeants que des gens du lobby éolien. D'abord François Brottes, député socialiste, qui après avoir pondu toutes les lois pour libéraliser les éoliennes dans notre pays, après avoir lancé une commission d'enquête parlementaire sur le nucléaire, se met à être nommé président de RTE. Donc on a le député le plus pro-éolien qui soit. Ensuite, depuis début 2021, il a atteint sa limite d'âge pour être patron d'RTE, et donc on nomme Monsieur Piacheski. Monsieur Piacheski, c'est quand même pas rien, c'est quand même le conseiller de François Hollande qui a été chargé à l'Élysée et à Matignon de rédiger la loi Brottes qui libéralise les éoliennes. Donc on en rajoute une couche. Le successeur de François Brottes, c'est celui qui a été au cœur du déploiement des éoliennes dans notre pays. Et il a engagé début février de cette année, Pauline Lebertre, l'ancienne déléguée générale de France Énergie Éolienne, c'est-à-dire la lobbyiste en chef des éoliennes dans notre pays. Faut quand même, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Un membre de l'Élysée dit le rapport de RTE sera incontestable, mais le rapport de RTE est rédigé, est soutenu, est promu par les pro-éoliens. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les différents scénarios élaborés dans le rapport RTE, il y a le 100% renouvelable, il y a le mix renouvelable nucléaire, et il oublie tout simplement d'évaluer financièrement le mix
sans éolienne, c'est-à-dire un mix nucléaire-hydroélectricité. Et ça, c'est étonnant parce que ça n'a pas été calculé l'impact financier de ce mix et ça n'a pas été évalué en termes d'émissions de carbone. Donc c'est quand même intéressant de voir RTE qui occulte tout un pan de notre mix électrique avec une hypothèse qui est la bonne hypothèse et qui est d'ailleurs qui a été retenue lors de ce colloque d'il y a 2 jours. Hein, donc c'est tout à fait intéressant que vous m'interviewez aujourd'hui en présence de Bernard Accoyer et de Louis Gallois qui sont respectivement les présidents et vice-présidents de Patrimoine Nucléaire et Climat, une association de promotion de la revalorisation du patrimoine nucléaire français. Et donc, si vous voulez, RTE n'est pas une société fiable et on ne peut pas prendre en considération les conclusions de RTE, tant dans la direction et la gouvernance de cette structure que pour en fait, le caractère non complet de ces conclusions. Alors, sans remettre à titre personnel en cause forcément la légitimité de RTE, je voudrais quand même vous interroger sur le 100% renouvelable, parce que sur le 100% renouvelable, le fameux scénario, les conclusions de RTE ne vont guère dans le sens d'un 100% renouvelable. Ils estiment que le scénario est quand même largement le plus cher, qui repose sur des paris technologiques qui ne sont pas avérés aujourd'hui, et dont la disponibilité des matières premières n'est pas assurée. Donc on a connu plus vendeur. Au fond, est-ce que c'est quand même pas légitime, encore une fois, de se poser des questions, et à l'inverse, vous avez raison de dire qu'il faudrait poser des questions d'un 100% nucléaire hydraulique, hydroélectricité, mais est-ce que c'est pas légitime de juste poser la question de la faisabilité éventuellement d'un 100% renouvelable, en plus si c'est pour aboutir à la conclusion qu'il n'est pas possible? Alors, le 100% renouvelable est une utopie scientifique. Ça ne devrait même pas exister en termes d'hypothèse. Pour quelle raison ? Le 100% renouvelable, et en particulier le 100% renouvelable non pilotable, c'est-à-dire basé sur le vent et le soleil, est intermittent. Le renouvelable, c'est intermittent. Et c'est non pilotable. C'est-à-dire que le vent, ça intervient à un moment où on n'en a pas forcément besoin. Vous avez des pics de consommation qui interviennent à un moment où il n'y a pas de vent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a besoin du gaz. Le 100% renouvelable, c'est dans ce sens que semble s'orienter l'Allemagne, va amener l'Allemagne dans une impasse incroyable. Et on le verra si les extrémistes verts continuent dans cette voie-là, qui n'est pas une voie de la science. Eh bien, le 100% de renouvelable ne peut pas être une hypothèse à cause de ce caractère non pilotable. Parce qu'en support de ces énergies renouvelables, on est obligé au moment des pics de consommation d'avoir du thermique, gaz ou charbon. Alors l'Allemagne s'oriente vers le gaz après avoir eu beaucoup de charbon, mais il n'en demeure pas moins que le gaz est particulièrement polluant avec 500 grammes par kilowattheure produit. Tandis que le nucléaire présente un avantage sérieux, c'est qu'il est pilotable, il a un facteur de charge de 80% en moyenne, sauf quand il y a des entretiens de centrales nucléaires évidemment, et on peut l'utiliser quand on en a besoin. Et donc c'est une sorte de ronron, si vous voulez, de base d'électricité que ne peut pas apporter un 100% renouvelable. C'est une utopie. Et alors quand on nous dit le vent est gratuit, les renouvelables sont utilisés avec du silicium, avec des terres rares pour les éoliennes. Donc on a besoin en termes de souveraineté énergétique, ça dépend totalement de la Chine. Donc c'est tout à fait illusoire. Et je suis toujours édifié d'entendre Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon promouvoir ce modèle-là, qui a montré en Allemagne son échec cuisant. Malgré 500 milliards d'euros de dépenses dans les énergies renouvelables, il n'y a pas eu de baisse notable des émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même la Cour fédérale des comptes allemande qui conclut ça en mois de février. Elle disait, si on continue dans cette voie-là, le prix de l'électricité va exploser. C'est exactement ce qui est en train d'arriver en Allemagne. Donc, non, je ne crois pas que ce modèle de 100% renouvelable soit un modèle efficient. Et je me pose encore la question du pourquoi RTE perd du temps à élaborer de tels scénarios qui sont vendus en réalité par Negawatt, Greenpeace ou WWF, qui sont financés par les promoteurs éoliens, alors évidemment. Alors, vous attaquez donc en effet les organismes, vous attaquez également les associations
Alors vous parlez de WWF, vous parlez de Négawatt, vous venez de le mentionner. Parlez également de Greenpeace. Alors, Greenpeace, je vais juste vous lire un tweet qui date du 8 décembre 2022, qui date du 8 décembre 2021, en réaction à la venue d'Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, en France, accueilli par Emmanuel Macron. Donc, ils ont tweeté « Le gouvernement, bienvenue à Paris, Olaf Scholz, le gouvernement vous demande d'inclure le gaz et le nucléaire à la taxonomie, une décision qui bloquerait la transition de l'UE, dites non au greenwashing français. » Alors, cette affirmation est bien évidemment fausse. La France soutient le nucléaire et non le gaz, et si elle signe pour le gaz, ça serait en contrepartie du nucléaire, bien évidemment. Alors ma question est simple. Greenpeace, on le voit, multiplie des attaques illégales sur des sites industriels et multiplie les contre-vérités comme celle que je viens de nommer. Vu les conséquences sur le climat de l'arrêt du nucléaire en France, en Allemagne, on vient de le mentionner, ce qui a un bilan carbone désastreux pour l'Allemagne, pourquoi personne ne réagit et voir pourquoi personne ne les attaque pour écocide? En fait, moi je pense que Gérald Darmanin, compte tenu des attaques scandaleuses à la limite du terrorisme économique de l'association Greenpeace, et je pèse mes mots et je l'ai écrit dans mon livre, pas eu de poursuite de leur part, Greenpeace devrait faire l'objet d'une dissolution. Je veux dire, ils pénètrent dans des zones dangereuses de centrales nucléaires, ils envoient même des drones. Ils ont projeté un drone contre un réacteur nucléaire. Ils ont envoyé des feux d'artifice. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ne dit rien. Mais rien. Alors que pour moins que ça, d'autres associations que le gouvernement estime comme dangereuses sont dissoutes. Mais c'est scandaleux. Mon livre, je voudrais quand même dire au ministre de l'Intérieur, mon livre explique bien comment Greenpeace est membre d'une liste. En fait, j'ai découvert dans mon enquête que Greenpeace faisait partie d'une liste. Il faut savoir qu'il y a une liste des acteurs de l'Energiewende en Allemagne. Cette liste, c'est une sorte d'annuaire des acteurs clés qui œuvrent pour le modèle énergétique allemand d'un point de vue industriel. Et dans cette liste, vous avez 3 acteurs clés. Le premier acteur, c'est Greenpeace Allemagne, mais Greenpeace France a dit dans les 50 ans de Greenpeace dans un documentaire qui travaillait main dans la main avec Greenpeace Allemagne. Il y a WWF, acteur clé, qui normalement s'occupe de la préservation des pandas, mais parle sur son site du démantèlement d'EDF quand même. Donc on se demande ce que c'est que cette association. Elle est membre de la liste des acteurs clés de l'Energiewende. Et puis on a l'OFATE, l'Office franco-allemand de transition énergétique, qui est un lobby industriel allemand, dont le siège est à Berlin, dans les locaux du ministère de l'Industrie allemande, et dont j'ai découvert que les locaux français étaient situés au sein même de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie. Il faut bien comprendre qu'au sein du ministère de l'écologie de Barbara Pompili, il y a un organisme de lobbying qui promeut le modèle allemand, industriel allemand d'Energiewende, au sein de la direction générale chargée de la politique d'installation des éoliennes et de la destruction du nucléaire français. Enfin, de qui se moque-t-on ? Donc effectivement, je pense que Greenpeace, en tout cas, devrait faire l'objet d'une procédure de dissolution, vu ces condamnations très graves actuellement en cours. Ce sont des personnes qui vendent un modèle qui n'est pas celui de la France et qui essayent de détruire l'image du nucléaire français qui assure notre souveraineté énergétique. Ce n'est pas une mince affaire. On n'est pas simplement sur des enjeux de transition énergétique. On est sur des enjeux de souveraineté nationale. J'insiste là-dessus. On parle de souveraineté énergétique, garant de notre souveraineté nationale. C'est pas n'importe quoi. Et je pense qu'il est important que le président ou la future présidente de la République insiste bien sur cette notion de souveraineté nationale. Développer le nucléaire, faire un plan Mesmer 2 constitue un enjeu majeur de préservation de notre souveraineté électrique, garant de notre indépendance nationale dans une Europe unie autour de la décarbonation nucléaire. Alors, je vous entends beaucoup
dire beaucoup de bien du nucléaire, pas mal de mal des énergies renouvelables. Je pense que tout le monde aura bien saisi vers où penche votre cœur. Alors, petite question, est-ce que vous n'avez pas néanmoins le sentiment de laisser un peu passer de côté certains défauts du nucléaire? Parce que le nucléaire a bien des vertus, il a aussi des défauts, il a des vices. Vous parliez de souveraineté, bien évidemment, l'uranium est une question de souveraineté. Vous parliez de coûts. On a l'EPR de Flamanville, qui est d'ailleurs assez attaqué en ce moment dans le cadre de la campagne présidentielle. Jadot ou Mélenchon le rappellent régulièrement. Les coûts ont largement dérivé et la centrale peine à être mise en route. Est-ce que ces arguments, il faut les rejeter en bloc? Alors, vous avez deux questions. La question du coût du nucléaire, tout d'abord. Alors, Yannick Jadot, il peut se rhabiller, parce qu'il utilise des chiffres de la Banque Lazare pour les chiffres américains pour dire que le nucléaire coûte plus cher que l'éolien. Bon, moi, je vais vous dire, il y a des études en France pour le nucléaire historique. Le coût cash, c'est-à-dire le coût de revient d'un mégawatt d'électricité, c'est 33 € le mégawattheure. Pour le nucléaire historique. Le coût de l'éolien en mer, c'est 180 euros le mégawattheure pour les 6 premières centrales éoliennes en mer, et c'est 91 € le mégawattheure pour les éoliennes sur terre. Donc, et ça, ce sont les chiffres de la Cour des comptes et la Commission de régulation de l'énergie. C'est pas une incantation à la Jadot. Ensuite, pour ce qui est de Flamanville, c'est quand même facile expliquer que les coûts d'un prototype. C'est un prototype, Flamanville, c'est le premier EPR. C'est exactement comme ça que ça s'est passé dans le plan Messmer 2. On a d'abord mis du temps à construire le première centrale nucléaire, le modèle, le numéro 1. C'est comme quand vous faites un magazine, c'est celui qui vous coûte le plus d'argent, c'est le numéro 0. Et le prototype de Flamanville, c'est le numéro 0 des EPR. Il est évident qu'après, ça va coûter beaucoup moins cher en développement, surtout si on fait un plan massif. Souvenez-vous du Charles de Gaulle où on a dit, le premier porte-avions coûte très cher et le second coûtera beaucoup moins cher si on le fait tout de suite. Donc, il ne faut pas raconter de carabistouille sur ce thème. Ensuite, il y a la question de l'uranium. Oui, sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réacteurs à neutrons rapides, en particulier Astrid, ou les modèles au sodium liquide de nouvelle génération, utiliseront les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires. Donc on a déjà sur notre sol, et ça c'est l'Office parlementaire des choix technologiques qui l'a dit, on a sur notre sol de quoi alimenter nos centrales nucléaires de nouvelle génération pendant plusieurs milliers d'années. Donc je veux dire, il y a un moment, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Puis on a de l'uranium appauvri qu'on peut faire enrichir, par exemple, c'est ce qu'on fait avec les Russes. Donc on va enrichir l'uranium. Alors Barbara Pompili veut considérer que l'uranium appauvri constitue un déchet. Mais ce n'est pas un déchet, c'est un uranium appauvri que l'on réenrichit à hauteur de 5% d'uranium 235. Donc la France a ses capacités. La France, c'est un des pays leaders dans le monde en termes de l'industrie nucléaire, avec des entreprises internationalement reconnues, comme Framatome, comme Orano, comme EDF. Donc, non, je crois que on a vraiment... c'est une chance pour la France, le nucléaire. Alors moi, mon cœur, je suis pas payé, à la différence des promoteurs de l'éolien et des associations. Moi, je reçois rien de la filière nucléaire. D'ailleurs, la filière nucléaire, certains acteurs de la filière nucléaire sont plutôt pro-éolien. Donc moi, je suis plutôt pour un mix vraiment totalement nucléaire. Donc je suis à la rigueur plus pro-nucléaire que la filière nucléaire elle-même. C'est quand même un paradoxe parce qu'évidemment EDF aujourd'hui c'est le toutou du président de la République et donc ils font attention à bien conserver leurs arrières. Moi je peux dire ce que je veux, personne ne me paye. Alors, vous utilisez quelques arguments, je vais quand même rebondir rapidement, même si je suis obligé un petit peu d'en parler, mais vous parlez de baisse des coûts pour le nucléaire. On peut également dire que le coût du renouvelable a légèrement diminué, néanmoins. Et vous parlez de pari technologique. Sur Astrid, vous vendez Astrid. Astrid, c'est un pari technologique. Ah ben non, ça fonctionnait. Super Phoenix, ça a totalement fonctionné. Opérationnel à 100%. C'était opérationnel, mais en fait, ça a été supprimé au moment où Super Phoenix, il y a eu 20 ans, et ça a fonctionné. Ça a été même raccordé au réseau en 1986.
au moment justement de la catastrophe de Tchernobyl. Donc ils ont un peu atténué parce que évidemment la catastrophe de Tchernobyl a un peu, et donc on a fait de Superphénix plutôt un réacteur mangeur de déchets nucléaires plutôt qu'un réacteur qui produisait de l'électricité. Mais le pari technologique il est tout à fait en route. Hein. Et d'ailleurs Bill Gates est en train de dire que dans 5 ans c'est réglé. Il a son réacteur à neutrons rapides. Donc là on n'est pas sur des paris. Quand on vous dit qu'on va faire par exemple des piles pour l'électricité d'origine éolienne, ça pour le coup là on est dans le pari. Quand on vous dit que on va trouver une solution pour recycler les pales d'éoliennes, Vestas dit que c'est en 2040. Là oui on est dans le pari. Pour vous parlez de la compétitivité, moi j'ai aucun chiffre. On nous dit la filière éolienne est compétitive. Ah bah alors pourquoi je ne dis pas qu'elle soit compétitive, je dis que les prix diminuent. Les prix diminuent, j'ai des articles qui disent le contraire compte tenu de l'augmentation des matières premières. Donc c'est tout à fait contradictoire. En tout état de cause, la filière éolienne dit nous sommes compétitifs. Alors je dis, si vous êtes compétitif, pourquoi on vous donne des subventions depuis 20 ans? Arrêtons les subventions aux éoliennes. Les éoliennes sont compétitives. Donc, comme la filière précise que les éoliennes sont compétitives, on arrête toute subvention aux éoliennes et on voit ce que ça donne. Et en tout cas, les subventions, on les réoriente vers la filière nucléaire qui en a bien besoin pour assurer une vraie décarbonation de notre mix électrique. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'OFAT. Voilà, l'Office franco-allemand de la transition énergétique. Voilà, pardonnez-moi. La France, est-ce que la France n'est pas d'une naïveté ou n'a pas été d'une naïveté confondante vis-à-vis de l'Allemagne? Parce que finalement, tout ce qu'on est en train de se dire, on le sait que l'Allemagne a eu recours énormément au charbon et au gaz pour compenser sa baisse du nucléaire, même s'ils sont en train un petit peu de le récupérer désormais avec l'éolien. Est-ce que cette position, on peut dire qu'il y a eu un virage? Est-ce que la naïveté française est terminée vis-à-vis de l'Allemagne? C'est ce qu'a considéré la correspondante d'un des principaux quotidiens allemands en France après le plan d'investissement d'Emmanuel Macron. Effectivement, mon sentiment est au-delà du président de la République, qui est finalement un pantin du pantin à la tête de la présidence de la République. Ce qui est intéressant, c'est l'état profond. Moi, les contacts que je peux avoir avec l'état profond me fait dire qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Mais c'est assez édifiant, c'est-à-dire que cette naïveté, elle est à la fois de la naïveté, à la fois de la trahison et à la fois de la corruption. Vous avez 3 phénomènes assez distincts. Lorsque j'ai eu l'occasion de discuter avec des représentants de l'administration à un haut niveau, ils me disent aucun service français, des GSE ou service d'intelligence économique n'avait identifié cette relation avec l'Allemagne et ce plan d'action de l'Allemagne vis-à-vis de la France. Ça peut paraître incroyable, mais l'Élysée a découvert, avec mon chapitre 10, où je parle de guerre énergétique avec l'Allemagne, a découvert le plan machiavélique de l'Allemagne. Le plan machiavélique de l'Allemagne, il est simple. Il œuvre pour faire baisser notre parc nucléaire. Du coup, nous avons besoin d'électricité. Ce que dit Madame Pompili, à court terme, nous avons besoin de plein d'éoliennes. Comme une partie, 45% des exploitants d'éoliennes, ce sont des Allemands, 65% des éoliennes installées sur notre sol ont été fabriquées par des Allemands, 30% par des Danois, on voit bien que l'Allemagne a intérêt à baisser le nucléaire parce qu'elle profite à la fois avec ses exploitants et à la fois avec ses industriels de notre dénucléarisation. Et une fois qu'elle nous a installé des éoliennes intermittentes, je rappelle le facteur de charge de 25%, le facteur de charge c'est le rapport entre ce que produit une centrale éolienne par rapport à sa capacité maximale de production, eh bien ce rapport est de 25%, donc un quart, eh bien il faut compenser avec du gaz. Et le gaz il vient d'où? Parce qu'on n'a pas de gaz, il vient de Russie via l'Allemagne, puisque l'Allemagne est en train de finaliser le raccordement de Nord Stream 2, qui est le gazoduc prévu entre la Russie et l'Allemagne. Donc vous le voyez, l'Allemagne veut devenir le hub de distribution du gaz en Europe, et donc c'est très simple. L'Allemagne veut à la fois contrôler l'électricité en nous vendant l'énergie éolienne, et nous vendre le gaz en complément. Et d'ailleurs, on a un exemple frappant avec la centrale à gaz qui a été ouverte à Landivisiau pour compléter les éoliennes prévues au large des côtes françaises et en particulier du parc éolien de Saint-Brieuc.
Donc c'est extrêmement simple et je pense que l'État profond est en train de prendre conscience qu'il y a eu une forme de naïveté. C'est pas le fruit du hasard si la réaction d'Emmanuel Macron est intervenue sur le sujet de l'énergie quelques jours après l'énorme camouflet que la France a pu avoir dans l'affaire des sous-marins australiens. Faut quand même se souvenir. Donc effectivement, d'abord naïveté avec notre rapport avec les États-Unis sur les sous-marins australiens, et ensuite découvre que en réalité le dessein de l'Allemagne est bien de nous mettre poings et mains liés avec notre énergie, et il faut vraiment s'en souvenir, qui détient les clés de l'énergie, détient les clés politiques. Alors, si on analyse de court terme, on veut électrifier de plus en plus nos usages, notamment le parc automobile, pour ne donner qu'un seul exemple. Une centrale nucléaire, on ne la construit pas en 5 ans. Comment ça, il faut 10 ans, on le voit bien pour Flamanville, peut-être même plus. Comment on fait demain pour augmenter notre production d'électricité, sachant qu'on ne peut pas avoir de nucléaire tout de suite? Déjà, alors premièrement, on réouvre Fessenheim. Techniquement, c'est... Ah oui, mais ça c'est ce que dit EDF, qui est à la botte du pouvoir, le président Macron ayant fait une erreur, il fait dire à EDF, c'est pas possible. Moi j'ai des sources syndicales beaucoup plus intéressantes. Donc Fessenheim peut être réouvert dans un délai de 4 mois pour le plus petit délai et 30 mois pour le plus important. La moyenne c'est plutôt 18 mois, donc dans 1 an et demi. Ça peut œuvrer encore pendant 20 ans. Et le coût, c'est de 300 millions d'euros à peu près, la moyenne entre 150 et 300 millions d'euros. Il faut rappeler que Fessenheim produisait plus que l'électricité attendue des 6 centrales éoliennes en mer au large des côtes françaises, les 7 centrales entre Dunkerque et Noirmoutier, qui étaient installées sur 500 km² avec plus de 450 éoliennes de 200 à 300 mètres de haut. La seule réouverture de Fessenheim permet d'empêcher la destruction de notre littoral marin. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. C'est 2 réacteurs de 900 MW. Ensuite, relance d'Astrid. Moi, je plaide pour un plan d'1 milliard d'euros de relance d'Astrid. Donc, très rapidement, on met en place un réacteur à neutrons rapides et un prototype. Ensuite, grand carénage. Donc on perpétue nos centrales qui ont 40 ans, peuvent encore fonctionner 60, 70 ans. On a des exemples de centrales nucléaires qui fonctionnent depuis 80 ans aux États-Unis. Donc prolongement de nos centrales nucléaires. Et c'est extrêmement simple parce que là où il y a les centrales nucléaires, on a le réseau électrique. Donc on fait comme à Flamanville. Flamanville, l'EPR, c'est un réacteur qu'on a ajouté aux 2 réacteurs existants. Et on installe progressivement un EPR et un réacteur supplémentaire à l'endroit où il y a des centrales nucléaires existantes. Le gros avantage, c'est qu'il y a moins de problèmes d'acceptabilité sociale, puisqu'on a déjà la structure, et le gros intérêt, c'est qu'on a également les raccordements qui sont déjà prêts. Donc on a un coût de raccordement quasi nul. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, les raccordements des 8000 éoliennes tels que prévus en France, ça a été évalué par RTE à 100 milliards d'euros. Alors on comprend qu'RTE a un intérêt au déploiement des éoliennes, puisque plus ils déploient d'éoliennes, plus ils ont besoin de raccordement, et leur métier c'est le raccordement. Donc évidemment, ils assurent leur marché de demain à RTE. Tandis que s'ils développent le nucléaire, il n'y a pas de gros travaux de raccordement puisque le réseau existe. Donc c'est juste un entretien comme vous entretenez une autoroute régulièrement. Donc vous voyez, il y a vraiment des enjeux vraiment très importants. Donc non, c'est assez simple en fait. Donc déploiement de plusieurs dizaines de réacteurs de type EPR ou EPR 1200. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'EPR 1200 qui est un EPR un petit peu moins important et qui est aussi dans les tuyaux d'EDF. J'ai assisté à une conférence tout récemment. L'EPR 1200 pour moi serait peut-être une solution plus adaptée parce qu'un peu moins forte. Et il ne faut pas oublier que l'EPR, si c'est devenu le mastodonte qu'on a fait, c'est parce que l'Allemagne avait installé Siemens dans le tour de table initial et c'est les Allemands qui nous ont obligés à faire ce saut technologique très important. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Et les écolos instrumentalisent le fait que c'était trop hard, trop puissant, alors qu'ils ont fait en sorte que ce soit trop puissant. Donc vous voyez, c'est tout le paradoxe. Dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire des énergies renouvelables existantes à court, moyen, long terme? Est-ce qu'il faut les supprimer comme l'envisage Marine Le Pen? Bien sûr. Bien sûr, il faut d'abord commencer par les éoliennes qui posent problème.
Je pense notamment à toutes ces éoliennes qui causent des troubles anormaux de voisinage. Je pense aux éoliennes d'Échauffour, par exemple, où il y a des problèmes de bruit, on est obligé d'arrêter les éoliennes la nuit. Je pense aux éoliennes de Toulouse. Il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui a mentionné que les éoliennes pouvaient provoquer des infrasons et des troubles anormaux de voisinage, et des troubles anormaux de voisinage. Je pense aux éoliennes qui créent des problèmes auprès des exploitations agricoles. On a maintenant des centaines de cas d'exploitation agricole dont les bêtes meurent depuis l'installation d'éoliennes. Donc on peut commencer urgemment par démanteler l'ensemble des éoliennes qui posent des problèmes de santé animale et de santé humaine. Et puis après, progressivement, sur un plan de 5 ans, on assure le démantèlement progressif des éoliennes. De toute façon, les éoliennes ne servent à rien. Elles produisent 6% de notre électricité et on exporte 10% d'électricité produite en France. Alors, le paradoxe, c'est qu'on est en train de vendre à l'Allemagne au prix de marché en 2020, c'était 33 € le mégawattheure au niveau européen, en prix de marché, l'électricité qu'on achète au tarif subventionné. C'est incroyable. Non, il faut arrêter tout ça et ce sera une préservation de nos paysages, une préservation des écosystèmes, une préservation aussi de toutes les matières premières et puis ça empêchera d'avoir des problèmes de recyclabilité, des socles en béton dans les sols, etc. Donc, vous voyez, c'est très important. Effectivement, il faut s'orienter vers un arrêt total des éoliennes. Je pense aux panneaux photovoltaïques également, qui ont un facteur de charge de 13%, on ne produisent que 13%, et pour lesquels on détruit des forêts, qui sont des puits à carbone, pour produire une électricité intermittente. Mais ça n'a aucun sens. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle va être finalement, in fine, la position de Valérie Pécresse, parce que jusqu'à présent, que ce soit Xavier Bertrand ou Michel Barnier, qui étaient plutôt les favoris dans cette compétition de la primaire, on avait plutôt au niveau des Républicains des gens tout à fait défavorables à l'éolien. Valérie Pécresse a montré son ambiguïté. Elle était aussi dans le en même temps macroniste. Bon, c'est pas étonnant, elle voulait être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et donc, moi, je dis aux députés LR, notamment j'en ai rencontré, j'ai fait une conférence devant 12 députés LR il y a une semaine. Moi je dis aux députés LR et à mes camarades proches des LR, faites attention parce que faites la promotion et encouragez la candidate à la présidence de la République à arrêter également l'éolien parce que autrement il est évident que ceux qui vont bénéficier de ce... il est évident que, en tout état de cause, aujourd'hui, que ce soit Éric Zemmour, qui est assez favori aussi parmi les anti-éoliens, ou Marine Le Pen, gagneront l'électorat anti-éolien qui aujourd'hui représente des millions de personnes. Écoutez, nous suivrons ça avec attention. Fabien Bouglet, merci d'avoir répondu à l'invitation de Front Populaire. Merci beaucoup.